Bonjour à vous, alors c'est parti pour un nouveau sujet. Donc cette fois-ci on corrige la session 2013 du CAP préparation réalisation d'ouvrages électriques, la partie EP1. Donc on y va ensemble, sans plus attendre, je commence par la question 1 et puis on va détailler un petit peu ensemble tranquillement. Donc c'est parti. Alors partie 1, organisation de l'activité. On vous donne les documents techniques et les documents ressources où vous pouvez trouver des éléments de réponse. Voilà. Ensuite, vous êtes chargé de réaliser l'équipement électrique du bureau de poste d'entrain. Votre responsable de chantier vous remet le PPSPS et le CCTP de ce chantier. Donc le PPSPS, ça veut dire le plan particulier de la sécurité et la protection de la santé. Et le CCTP, le cahier des clauses techniques et particulières. Donc voilà, ça c'est à savoir par cœur par exemple. Donc vous faites une petite recherche sur internet, vous tapez et puis vous les apprenez euh, parce que ça revient régulièrement. Donc ça, à savoir par cœur. Vous devez dans un premier temps prendre en compte les consignes de sécurité pour les appliquer durant la réalisation de votre chantier. Question 1 sur 1. Donc, identifier l'emplacement du vestiaire en donnant sa situation, les coordonnées, et préciser l'orientation de la pièce. Alors, on va tout de suite aller voir donc les documents. Ici, voilà, DT 3 sur 17 par exemple. Alors, le DT, les documents techniques. Donc, on va regarder ici. Là, c'est le document technique, donc DT. Voilà. DT, donc 3 sur 17 déjà. On peut regarder un petit peu. Voilà, vous avez des éléments de réponse. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Bon, vous avez. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est l'emplacement, un emplacement. Alors bon, pour l'instant, il y a des plans. Là, ici, on a des informations qui vont nous servir plus tard. Voilà, globalement, il faut regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà, là, on a des plans, peut-être que ça va nous aider. Donc, qu'est-ce qu'on cherche exactement? On cherche l'emplacement du vestiaire en donnant sa situation et préciser l'orientation de cette pièce. Alors, les vestiaires. Est-ce qu'on voit les vestiaires par ici? Oui, les vestiaires sont là. Donc déjà, on peut voir les vestiaires. Voilà. Ici, on a des lettres et ici, on a des chiffres. On peut savoir déjà que ici, l'emplacement, c'est, on va donner en fait sa situation. Donc les coordonnées, c'est le C8. Vous voyez? Et en fait, le croisement de ces deux repères donne l'accès au vestiaire. Donc c'est pour ça ici, la situation du vestiaire, c'est C8. Ensuite, l'orientation du vestiaire. Donc en fait, il marque sud-ouest. Pourquoi? Parce que ici, finalement, on a une boussole. Donc toujours pareil. Nose, là, nord, ouest, sud, est, toujours dans le même sens. Et donc là, il vous les donne, mais des fois, il donne que le nord. Hein. Et à vous d'en déduire l'ouest, le sud et l'est. Ça, à savoir par cœur, hein, le sens, là, je pense que vous commencez à le connaître par cœur. Et donc ici, on est bien, eh bien, il est bien au sud-est. Au sud-ouest. Voilà. Donc voilà, voilà, un petit peu. Même moi je dirais même sud moi. Si vous mettez sud, moi je pense que ça c'est bon puisque c'est vraiment, on va dire, le sud du bâtiment. Voilà. Ensuite, question 1-2. À partir du PPSPS, indiquez la procédure à tenir en cas d'accident du travail. Donc, alors, on va voir le PPSPS. On est passé devant. Hop. Voilà. Voilà, conduite et tenir en cas d'accident, protéger la victime, alerter les secours, guider les secours et avertir l'entreprise. Voilà. Donc finalement, vous recopiez ici les différentes étapes. Voilà. Dans un deuxième temps, on vous demande de préparer le matériel et l'outillage nécessaires à la réalisation du chemin de câble courant faible, comme indiqué sur le plan d'implantation de ce dernier. Donc, à partir du PPSPS, précisez les risques encourus par votre activité et identifiez les moyens de protection nécessaires pour chacune des tâches suivantes. Donc, vous avez donc des tâches ici, les activités, découpe des dalles au sol à l'aide d'une disqueuse. Donc, on vous demande quels sont les risques et les moyens de protection.
Donc vous avez ici des informations, voilà. Donc découpe de dalle au sol. Alors où est-ce qu'on pourrait avoir ça? On va le mettre déjà, on va l'afficher dans le bon sens, ce sera plus simple pour nous aussi. Alors, circulation de véhicules, manutention, pose de la filerie, travaux courants seulement. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses là-dessus, ici en tout cas. À chaque fois, je vois risque prévisible. Bon, je vois plutôt électrocution, chute d'ouvrier, chute de blessure, accident de circulation, coupure, opération mécanique, découpe, meulage. Voilà. Donc ici, moyen utilisé, meuleuse disqueuse, tronçonneuse. Voilà. Donc vous avez ici le risque prévisible, coupure, et les mesures de la mesure de protection. Les mesures de protection, c'est lunettes, gants, casques, vêtements de travail. Donc on y va. Ici, vêtements, casques, gants, vêtements de travail. Réalisation de réservation dans les murs. Donc un fourrotage. Donc là, on a incorporation dans les dalles et fourrotage dans les murs. Vous voyez, donc escabeau, marteau, burin, perforatrice, électrique, rainureuse. Donc voilà, vous avez chute de personnel. Voilà. Donc en fait, à chaque fois, vous recopiez les mesures de protection et, les risques prévisibles. Ensuite, pose de chemin de câble au plafond. Donc pose de chemin de câble. Pose. Chemin de câble. Donc vous voyez ici escabeau, voilà. Quel est le risque? Eh bien, c'est la chute en hauteur. Et les mesures de prévention, eh bien, un escabeau conforme aux normes de sécurité, le port de casque. En cas de détérioration, prévenir l'entreprise, formation échafaudage conforme aux normes en vigueur. Donc vous avez ici finalement l'endroit où il faut chercher. Et encore, pose du câble dans les chemins de câble, et bien coupure. Alors pourquoi coupure? Pose de câble, pose de câble. On est bien là-dedans. Pose de câble, dérouler un câble. Écrasement des pieds, oui. Pose de câble dans les chemins de câble, coupure. Ça dépend. Ouais. Après, faut regarder un petit peu les différents ce qu'il y a. Alors, attention. Pose de câble, où est-ce qu'on a ça? Bah, moi je dirais même chute en hauteur même. Parce que quand on a un chemin de câble, pour moi je mettrais plutôt chute en hauteur. Hein. La pose de câble dans le chemin de câble. Sachant que le chemin de câble est en hauteur, je mettrais bien chute en hauteur. Je pense que je suis pas vraiment toujours d'accord d'ailleurs avec le corrigé. Hein. Voilà. Ensuite, ici, question 1.4. Les goulottes équipement. Alors, équipant les chemins de câble choisis seront de type perforé, Legrand, série, etc. Donc là, la référence. Préciser les différentes caractéristiques des goulottes choisies. Donc largeur, hauteur, longueur. Donc là, on vous donne directement le type. Perforé, Legrand, série, Van Gel, P31. Donc il faut déterminer, aller chercher en fait les différentes caractéristiques. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc là, on a un document technique. En général, le document technique, c'est tout ce qui concerne le bâtiment, et le document ressources, cette fois-ci, lui, c'est tout ce qui concerne... Alors, attendez que je dise pas de bêtises. Les appareils, voilà. Donc ici, le matériel installé. Donc là, voilà, on l'a, hein, la goulotte Van Gel P31. Donc on vous demande la hauteur. Donc, vous voyez, alors là, je vois H égale 75 mm. Donc déjà, hauteur 75 mm. Ensuite, on demande la largeur. Alors, la largeur, eh bien, alors, nous, c'est quoi? Est-ce que c'est une goulotte?
Aveugle, est-ce que c'est une goulotte perforée? C'est marqué goulotte perforée. C'est marqué ici. Type perforé. Donc perforé, déjà c'est pas aveugle. Ensuite, vu qu'elle fait... Alors, elle fait 75 de largeur, elle fait combien de largeur? Comment on peut savoir ça? Peut-être que je vais en savoir plus. Alors, comment on peut faire? Donc déjà, on voit que longueur 3000. Déjà, on a la longueur. Et ensuite, comment on peut savoir? Alors, comment ils ont trouvé 400? C'est surtout ça que je veux savoir. Comment ils ont trouvé 400? Peut-être dans le document technique. Donc en fait ici, normes, alors... Donc c'est bon, alors j'ai trouvé, donc en fait on est ici donc là si on relit la phrase, dans un deuxième temps on vous demande de préparer le matériel et l'outillage nécessaire à la réalisation du chemin de câble courant faible. Et donc surtout courant faible c'est important puisque finalement ici, quand vous allez dans le document technique, ici, chemin de câble, ils vous disent que les goulottes courant fort seront de section 75 par 400. Celles des courants faibles seront de section 75 par 300. Donc nous, vu que c'est courant faible, c'est 75 par 300. Et donc ici, 75 par 300. Finalement, le 300 ici, c'est la largeur que l'on veut. Donc ici, la largeur, elle n'est pas de 400. Pour moi, le corrigé est faux. C'est de 300. Et la longueur est toujours de 3000. Voilà. Donc, à vous de bien trouver. Ouais, c'est vrai que c'était pas forcément évident. C'est pour ça qu'il faut vraiment tout lire. Et c'est pas toujours évident. Ensuite, à partir du plan architectural, déterminer le nombre de goulottes nécessaires à la réalisation du chemin de câble. Ajoutez 2 mètres pour la descente vers la baie de brassage. Donc le nombre de goulottes nécessaires à la réalisation du chemin de câble. Donc on a la longueur du chemin de câble mesurée sur le plan. Alors on va aller voir sur le plan. Donc sur le plan, on ne doit pas être trop mal, ça doit être un des plans. Donc c'est pour le courant faible. Ici, que je dise pas de bêtises, le plan, voilà, il est par là. Alors où est-ce qu'on est? Donc sur le plan, on a en fait ici dessiné avec un trait un peu plus foncé, ici le chemin de câble. Donc d'ailleurs c'est marqué en haut du dessin, implantation du chemin de câble. Donc ici vous avez des longueurs. Alors vous allez les mesurer sur le plan. Donc en fait on a une longueur ici. Donc si vous mesurez cette première longueur, elle fait, alors je ne dis pas de bêtises, elle fait 73 mm, donc 7,3 cm. Ensuite, cette longueur-là, elle doit faire 46. Et cette grande longueur ici fait 96. Et donc le total fait 215 mm sur le plan. Ensuite, vu qu'on a une échelle du plan, alors l'échelle du plan, elle est indiquée au-dessus, ici. L'échelle du plan, 1 150e. Donc, ça veut dire que 1 cm sur le plan égale 150 cm dans la réalité. Donc la longueur du chemin de câble réel est de, donc ici on a donc, en mètres ça nous fait 0,215 mètres fois 150, on multiplie par 150 parce qu'on est 150 fois plus petit, donc on va multiplier par 150 pour revenir à la longueur réelle et on obtient 32,25 mètres. La longueur totale avec les descentes, puisqu'on sait qu'on rajoutera, on ajoute 2 mètres pour les descentes vers les baies de brassage, et donc ça nous fait 34
11,25 mètres. Et donc, vu que le nombre de goulottes nécessaires est de combien? Donc on sait qu'on a 3 mètres par goulotte. Donc on divise par le nombre de mètres. Ça nous donne 11,41. Et donc on va prendre, on a besoin de 11,41 morceaux, mais on ne peut pas couper un 0,41 morceaux. On va couper 12 longueurs. Enfin, on va commander 12 longueurs de goulottes de 3 mètres. Ce qui nous fera 12 x 3, 36 mètres. Et donc on aura environ 2,5 mètres de chute, mais c'est pas grave. Non, on aura 1 mètre de chute, 1,5 mètre de chute. Voilà. Ensuite, question 6. Le matériel indispensable du chantier a été réceptionné. Il faut le contrôler, rechercher la désignation de chaque appareil. Donc on vous donne les références et on vous demande eh bien, de nous trouver la désignation, c'est-à-dire le nom de l'appareil. Donc ici, donc 34 63 09. Donc quand on revient sur les documents ressources, et ici finalement on voit 34 63 09. Donc en plus ça justifie bien notre réponse ici de 300 de largeur. Donc on est sur de la goulotte perforée de 300 par 75. C'est ça? Voilà. Ensuite ici, alors 34, 67, 83. 34, 67, alors on va regarder 67. 34, 64, 34, 64, 34, 65, 62. Vous voyez, en fait, vous êtes à la recherche des 34, 67, 83, c'est ça? Voilà. Eh bien, vous êtes sur des éclipses rapides, uniquement pour goulotte perforée. Donc, éclipse rapide. Etc. etc. Donc, 34, 64, 47. 34, 64, 67, 47, pardon. Et bien, ainsi de suite, vous allez trouver les autres. Donc voilà, comme je disais, ici on retrouve donc les différentes références. Le 34, 67, 83, ça correspond alors à l'éclipse rapide. Donc ici c'est éclipse. Hop. Éclipse rapide. Alors, donc vous avez ici qui finit par 83, ce qui est bien le cas. Voilà, qui 67 83. Ensuite 34, 64, 47, ça correspond à une pièce en T. Donc ici, on est bien 64, 47. 64, 47. 64, voilà, 34, 64, 47, donc ça correspond bien à cette référence-là. Voilà. Ensuite, donc là par contre c'est du 200. Alors bon, pourquoi on a pris du 200 alors qu'on était parti sur du 300? Je pense que c'est une petite erreur aussi. Je pense que ça devrait être du 300. Ensuite, on a quoi? Donc on était sur le 47. Maintenant 34, 64, 12. Eh bien c'est le coude. Donc le coude, il est là. 34, 64, 12, on reste bien sur le 300, donc c'est un coude. Ensuite, le 34, 64, 36, coude vertical de descente. Donc coude vertical de descente, on est bien ici, voilà. 34, 64, 36. 34, 64, 36. Et enfin, la dernière, 34, 64, 61. C'est sur la cloison terminale. Donc 34, 64, 61. 34, 64. 61. C'est celle-là, celle qui fait 300. Donc vous voyez, on est à chaque fois à 300 de largeur. Donc à mon avis, celle qu'on a vue en haut qui était à 200, à mon avis, c'est encore une erreur. Voilà pour les explications. Ensuite, précisez s'il manque de l'appareillage pour réaliser le chantier. Les fixations sont déjà en place.
Donc on savait que justement, vu qu'on avait calculé ici 12 longueurs et qu'ici on n'en trouve que 10 longueurs, eh bien il manque 2 longueurs de goulotte. Voilà. Puisque on en avait calculé 12. Alors ensuite, partie de réalisation du circuit d'éclairage du hall public. Vous êtes chargé de la réalisation de l'éclairage du hall public. Votre responsable vous met en garde sur le nombre important de luminaires, 35 unités. Il vous demande de vérifier si techniquement il est faisable de raccorder l'ensemble des luminaires sur un seul disjoncteur et un seul télérupteur en monophasé. Alors, on va regarder un petit peu si c'est faisable. Alors, déjà c'est un peu orienté, mais bon, on va voir. En sachant, donc question 2-1, en sachant que le bâtiment est classé tertiaire, justifier la possibilité d'installer autant de luminaires sur le même circuit. Et donc, on va regarder, eh bien oui, car en tertiaire on protège un récepteur. Et donc, on adapte la protection et la section du conducteur au récepteur. Voilà. Ensuite, question 2-2. Relever dans le CCTP, le cahier des clauses techniques et particulières, les caractéristiques de ces luminaires. Donc le nombre de luminaires, c'est quoi? 35. Donc ça, c'était déjà donné en haut. Voilà. Ensuite, le nombre de tubes dans un luminaire. Donc eux, ils ont trouvé 4. Alors pourquoi ils ont trouvé 4? On va aller voir tout de suite dans le CCTP les caractéristiques de ces luminaires. Donc le CCTP, il est où? Il est là en fait. Voilà. À partir de cette page-là, c'est le cahier des clauses techniques et particulières, le CCTP. Donc nous, on cherche combien il y a de tubes dans un luminaire. Alors, donc les luminaires, est-ce qu'on nous parle des luminaires pour l'instant? Non. Matériaux, petit appareillage. Alors, la liste des luminaires. Donc, ici, on a les luminaires qui... Donc, il nous parle des luminaires, et voilà. Ici, il nous parle de 4 lampes fluorescentes. Donc, vu qu'on a 4 lampes fluorescentes dans le luminaire, eh bien, le nombre de lampes, de tubes, dans un luminaire, c'est 4. Puissance d'un tube. On sait que on en a 4 qui font 18 watts. Donc, 18. Alors moi je mettrais, ici il faudrait mettre watts. Hein. Il y a un petit oubli, il faut toujours mettre les unités. Voilà. Et savoir par cœur que la puissance c'est en watts. Le facteur de puissance d'un luminaire. Alors le facteur de puissance c'est le cos phi. Le cos phi, le luminaire, voilà. Voilà. Le cos phi, il est égal à 0,8. Donc le facteur de puissance d'un luminaire, donc il faut savoir par cœur que le facteur de puissance c'est le cos phi, il est égal à 0,8 dans notre cas particulier ici. Voilà. Donc, question 2-3. En vous aidant du formulaire, calculez la puissance totale des tubes fluorescents installés dans ce hall. Alors, c'est simple. On sait qu'on a 35 luminaires. Chacun a 4 tubes d'une puissance de 18 watts chacun. Donc on va faire 4. Donc la puissance totale, c'est le nombre de luminaires. On a 35 luminaires qui ont chacun 4 lampes qui font chacune 18 watts. Donc on va multiplier 4 fois 18 fois 35. Et donc on va obtenir notre résultat en watts. En watts, donc ça, comment ça se passe en fait voilà, vous avez votre résultat en watts. Ici, ensuite, il vous demande de calculer l'intensité totale de ce circuit d'éclairage. Donc, la formule qu'il faut savoir par cœur, c'est P égale UI cos phi. Alors là, elle a été remise dans l'autre sens pour calculer l'intensité, I. L'intensité est égale à la puissance divisée par la tension fois le cos phi. Donc ici, la puissance qu'on a calculée, elle apparaît là. On divise par 230 multiplié par 0,8. Alors si vous avez une calculatrice, vous mettez ces deux chiffres entre parenthèses pour
pour ne pas avoir d'erreur, de risque d'erreur. Voilà. Et donc vous trouvez un résultat de 13,69 ampères. Ça, à savoir par cœur que dès que vous avez une intensité, c'est en ampères. À savoir par cœur que la puissance c'est en watts et que la tension c'est en volts. Voilà. Voilà. Alors comment vous savez que c'est des luminaires? Comment dire? Ouais, non, là vous avez tout ce qu'il faut. Je regarde un petit peu. Voilà. Voilà, vous aviez tout ce qu'il faut, hein. Ok, c'est bon. Ensuite, question 2-4. Relever dans le CCTP les caractéristiques de la protection pour l'éclairage hall public. Alors, le type de protection. Donc, on va regarder un petit peu. Et on demande les caractéristiques de la protection pour l'éclairage hall public. Donc, dans le CCTP, est-ce qu'on parle des protections? Alors. Donc, pour cette question, donc déjà c'est faux, enfin on va voir un petit peu pourquoi. Donc les caractéristiques de la protection de l'éclairage hall public, donc le type de protection. Alors quand on regarde, c'est là-dedans. La page 13/17. Donc en fait on a l'armoire générale de protection. L'ensemble de ces armoires sera équipé des protections et commandes nécessaires aux équipements décrits ci-après, équipés à minima de donc un tableau électrique, fourniture et pose, raccordement de un disjoncteur EDF, tétra, donc tétrapolaire, il y a 4 pôles, 3 pôles protégés. Donc le disjoncteur différentiel instantané de 300 mA. Donc il va y en avoir un pour l'éclairage intérieur, il y en aura un pour l'éclairage intérieur en périphérie, un pour éclairage intérieur hall public. Ça tombe bien, nous on cherche justement celui pour le hall public. Donc il y aura un disjoncteur différentiel instantané de sensibilité 30 mA et de calibre 10 A. Donc là ici, quand on donne le type de protection, c'est bien un disjoncteur différentiel, je suis d'accord. Par contre, le calibre, c'est 10 A. Le calibre, c'est 10 A. Et la sensibilité, c'est 300 mA. Ne pas confondre le calibre et la sensibilité. Le calibre, c'est le nombre d'ampérages que le disjoncteur va pouvoir supporter. Voilà, au niveau de son ampérage. Et la sensibilité, donc par exemple, pour revenir au calibre, si on dépasse par exemple 10 ampères, là, dans notre cas, eh bien le disjoncteur va venir ouvrir le circuit et donc va fermer, va couper le circuit. Et donc il n'y aura plus de tension en aval du disjoncteur. Par contre, la sensibilité, elle, c'est la différence entre le courant qui passe dans la phase et le courant qui revient par le neutre. En fait, la sensibilité, s'il y a une différence entre le courant qui part vers le circuit et le courant qui revient vers le circuit, si cette différence est supérieure à 300 mA, notre différentiel, notre disjoncteur différentiel, ouvrira ainsi le circuit. Alors, la sensibilité, ici, elle est de 300 mA. On sait qu'il pourra ouvrir le circuit entre 150 mA et 300 mA. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à part au-delà de 300 mA de différence entre le courant qui passe par la phase et celui qui revient par le neutre, eh bien, le disjoncteur différentiel ouvrira le circuit. Voilà. Cet appareil de protection est-il adapté à l'installation? Non. Pourquoi? Alors, il ne justifie même pas. Donc, moi, je se corrigeais et je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs. Donc, ne le prenez pas mot pour mot. Je pense. Il ne justifie pas la réponse. Non, pourquoi? Bien, tout simplement parce que nous sommes au-dessous du courant calculé ici. Ici, on aura 13,69 ampères. Donc, forcément, notre calibre ici de 10 ampères n'est pas suffisant, puisque si il passe 13,69 ampères à l'intérieur, au bout d'un moment, notre disjoncteur va s'ouvrir, parce qu'au-delà de 10 ampères, il s'ouvre, tout simplement.
Donc question 2-5. Vérifier si on peut commander l'ensemble des tubes avec un seul télérupteur. Alors, télérupteur 32 ampères. Bon, on va regarder un petit peu. En déterminant le nombre maximum de tubes que l'on peut commander avec ce télérupteur. Alors, on va regarder un peu tout ça. Alors, donc, ici, en déterminant le nombre maximum de tubes, on peut en déterminant le nombre maximum de tubes que l'on peut commander avec ce télérupteur. Donc, ici, le nombre maximum de tubes que l'on peut commander avec ce télérupteur. Alors, je vais voir dans la doc, ici, voilà, j'ai la doc du télérupteur. Donc, le télérupteur ici sont utilisés pour la commande des circuits comportant des récepteurs résistifs, donc des lampes à incandescence, halogènes, basse tension, convecteurs, ou inductifs, donc justement les tubes fluorescents, lampes à décharge. Le tableau ci-contre indique les puissances ou le nombre maximum de lampes pouvant être installées sur un circuit monophasé. Pour les circuits triphasés plus neutres, et bien multiplier ces valeurs par 3, et pour les circuits triphasés sans neutre, multiplier ces valeurs par 1,7. Bon. Nous, on a un TL, un télérupteur 32 ampères, vous voyez ici. Donc déjà, c'est cette colonne-là. On va avoir ici, pour notre... on nous demande quoi? Nous, ici, on a des tubes fluorescents, d'accord? On n'a pas de lampe par incandescence, voilà. On est plutôt sur ces lignes-là. Donc quand on se rapproche un petit peu, on va voir. Soit on a des simples avec starter, avec un cos phi, vous voyez, de 0,6, soit simple avec starter avec un cos phi de 86, donc là on se rapproche de notre cos phi qui est de 0,8, vous voyez. Après, double avec starter, donc nous c'est des simples avec starter, hein, d'accord. Ensuite, vous avez des simples, après vous avez des cos phi qui sont plus importants. Donc finalement, nous, le cos phi qui se rapproche le plus, c'est ces deux-là, mais ici, il y a un double avec starter, et là, c'est simple avec starter. Et quand on regarde dans la description, eh bien, on a quoi? Alors là, est-ce que c'est des doubles avec starter ou des simples avec starter? Nous, quand je dis pas de bêtises, c'est des simples, hein. Voilà. En tout cas, on va partir sur des simples pour les calculs plus simples. Ensuite, alors, ici, c'est la puissance, voilà, nombre maximum de lampes sur un circuit monophasé. Donc, ici, vous avez le nombre maximum. Donc, le nombre maximum de tubes fluorescents avec la puissance qui est de 18 watts, eh bien, c'est 50 pour cet appareil-ci, le TL 16 ampères, et 133, il peut commander 133 tubes de 18 watts pour notre télérupteur 32 ampères. Donc, ce qu'il va faire ici, 133 tubes. Alors, nous, on va regarder, en déterminant le nombre maximum de tubes que l'on peut commander, donc 133 tubes. En déduisant le nombre de luminaires maximum à commander avec ce même télérupteur. Donc le nombre maximum de luminaires. Donc le nombre maximum de luminaires, c'est combien? On a ici, nous, on a 4 tubes par luminaire. Donc combien on va pouvoir commander de tubes, de luminaires, sachant qu'on peut maximum avoir 133 tubes. Donc on va faire 133 tubes. On peut commander maximum 133 tubes avec notre appareil. Et on va le diviser par 4, puisqu'on sait qu'on a 4 tubes dans un luminaire. Et donc ça nous fait 33. Donc on a 33 luminaires que l'on peut commander. Voilà, que l'on peut commander. Et donc ici, on peut mettre 133 tubes de 18 watts maximum. Peut-on commander l'ensemble des tubes avec ce télérupteur? Eh bien, ici, ce télérupteur est prévu pour seulement 33 luminaires. Et nous, on doit en commander 35. Vous vous souvenez, on devait commander 35 luminaires. C'est vu ici, là, au-dessus. Voilà, 35 luminaires. Donc, il ne correspond pas, il est insuffisant. Donc, voilà. À la suite de votre étude, votre responsable décide de raccorder les luminaires du hall sur le réseau
triphasé 230-400 volts, 50 Hz, la fréquence. Les luminaires sont donc répartis sur chacune des phases et nous constatons que la phase 1 et 2, que les phases 1 et 2 auront respectivement 12 luminaires, tandis que la phase 3 aura seulement 11 luminaires. Et oui, puisqu'on fait 12 plus 12, 24, et plus 11, 35. Donc ça, on équilibre comme on peut. Hein, voilà. La société doit indiquer sur un document relatif à l'équipement les caractéristiques électriques de ce circuit d'éclairage. Peut-on dire que ce montage est équilibré? Eh bien non, car nous n'avons pas le même nombre de luminaires sur toutes les phases. Donc ça c'est à savoir par cœur, dans le sens où si vous mettez pas le même nombre de luminaires sur les phases, eh bien forcément le réseau n'est pas équilibré, le montage n'est pas équilibré. Donc voilà, tout simplement. En vous aidant du formulaire, calculez la puissance active totale installée. Donc la puissance active totale installée, c'est en fait tout simplement la puissance, le nombre de tubes, multiplié par la puissance d'un tube, multiplié par le nombre de luminaires. Alors pourquoi il met ici 36? C'est parce que à mon avis il veut équilibrer le réseau. Et donc il a mis 12 et 12 et 12. 12 sur une phase 1, 12 sur la phase 2, 12 sur la phase 3, ce qui fait bien 36. Voilà. Et donc ça nous donne la puissance en watts. Alors si vous avez mis 35, est-ce que c'est faux? Bonne question. Ensuite, pour moi, c'est pas faux, puisqu'ils n'ont pas dit qu'il fallait absolument l'équilibrer. Hein. Voilà. L'intensité totale absorbée. Alors, la formule, c'est toujours la même. P, mais par contre, là, ici, on est en triphasé. Donc, on rajoute racine de 3. Donc, c'est-à-dire, I égale la puissance, divisé par, cette fois-ci, entre phases, nous avons 400 volts. Le cos phi, il est égal toujours à 0,8. Et racine de 3, c'est égal à 1,73, enfin 0,732 exactement. Mais sinon, vous laissez racine de 3 dans votre calculatrice, vous trouverez un nombre encore plus précis. Et donc, votre courant est égal à 4,67 ampères. Voilà. La puissance réactive totale installée. Alors là, quand vous avez la puissance active et la puissance réactive, alors vous allez directement dans votre formulaire. Je vais vous le donner. Ressources, alors est-ce qu'il est là-dedans? Voilà. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer la vidéo sans rentrer dans les détails, parce que là, je pense que ça mériterait une vidéo à part entière sur vraiment ce calcul-là de puissance réactive. Voilà, donc vous prenez la formule telle qu'elle est écrite, et donc ça vous donne en fait ce résultat-là. Voilà. Bon, je reviendrai plus tard, là je pense que ce ne sera pas forcément aujourd'hui qu'on va pouvoir parler de tout ça. Ensuite, question 2-8. On choisit d'installer un télérupteur tétrapolaire pour commander l'ensemble des luminaires. La commande de ce circuit sera effectuée en 2 endroits par 2 boutons poussoirs. Complétez sur la page DS 9/15 le schéma électrique de ce circuit. Donc 9/15, hop. On a donc directement le schéma construit, à savoir qu'à la base on avait quoi? Voilà, on avait ça. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on a après? On a mis justement les boutons poussoirs. Et les boutons poussoirs commandent le télérupteur. Et le télérupteur, lui, eh bien, finalement la bobine du télérupteur commande les contacts. Et donc nos lampes, ici, ça représente cette lampe correspond à 12 luminaires, 12 luminaires et 12 luminaires. Donc on a les 3 phases, voilà. Et là, on est équilibré. Ensuite, mise en sécurité du logement de fonction. Avant de débuter les travaux de rénovation de logement, il a été convenu que notre société réalise la consignation électrique du logement
en aval du disjoncteur de branchement. Un coffret de chantier sera ensuite installé afin de permettre à tous les corps d'état d'intervenir en sécurité. En tant qu'électricien, votre employeur vous a remis le titre d'habilitation suivant. D'accord ? Donc là, on voit qu'on est électricien, B1V, symbole d'habilitation, domaine de tension BTA, donc basse tension A. Ouvrage concerné, tout équipement électrique, habitat ou tertiaire. Voilà. Donc question, précisez la signification des indications portées sur ce titre d'habilitation. Donc B1V, c'est habilitation électricien, donc le 1 veut dire électricien, exécutant, et V c'est opération au voisinage. BTA, qu'est-ce que ça indique? C'est le domaine de tension, qui est compris entre 50 et 500 volts. Donc là, les domaines de tension, pareil, il va falloir les apprendre par cœur. Quand vous marquez ici domaine de tension, vous les avez, voilà, ici c'est très bien expliqué, je trouve, c'est cela. Quand c'est alternative current, c'est ici, donc en fait là, anciennement il y avait BTA et BTB, maintenant il n'y a plus que BT, basse tension, donc entre 50 et 1000 volts. Maintenant, avant c'était séparé en deux à partir de 500 volts, mais voilà, très basse tension TBT, donc entre 0 et 50 volts, et au-delà de 1000 volts jusqu'à 50 000 c'est HTA, et au-delà de 50 000 volts c'est HTB. Et pour en direct courant, ça veut dire en courant continu, et bien ici les valeurs changent, voilà, tout simplement. Donc ça sont à connaître et à apprendre par cœur. Et oui, il y a des choses à savoir faire. Ensuite, à partir de votre titre d'habilitation, entourez la bonne réponse pour chacune des affirmations suivantes. Donc, je ne peux pas faire cette tâche seule. Alors attends, je ne peux pas faire cette tâche seule. Bah, écoutez, je pense que ça dépend ce qu'il faut faire. Je peux isoler et consigner seul cet équipement. Je dois demander à mon chef habilité BR de consigner à ma place. Je peux raccorder le coffret seul après avoir reçu un ordre de travail et une attestation de consignation. Donc, je peux voilà, moi je pense que c'est plutôt celle-là. C'est je peux raccorder le coffret seul après avoir reçu un ordre de travail. Donc oui, voilà, il faut quand même avoir un ordre de travail, regarde. Voilà. Ouvrage concerné. Voilà. Vu qu'il y a un chargé de travaux et d'intervention, lui, voilà, il va nous délivrer. Voilà. Je dois demander à mon chef habilité BR de consigner à ma place. Non, parce que le BR, lui, il consigne pour lui. Donc ici, non. Je peux isoler et consigner seul cet équipement. Non. Je peux faire cette tâche seul. Non. BR, c'est lui qui peut faire seul, mais pour lui. Donc ici, il n'y a que oui à la dernière et non pour toutes les autres. Après avoir respecté la procédure de consignation, votre responsable vous demande de mettre en place et de raccorder le coffret de chantier. Donc question 3-3, à partir du document technique, retrouvez la composition du coffret de chantier. Donc, du document technique, il indique 2 prises de courant triphasées, 4 prises de courant 2 pôles plus terre, 20 A, un arrêt d'urgence sur le dessus du coffret, dispositif différentiel 30 mA. Alors où est-ce qu'on va trouver ça? On va regarder tout ça. Donc c'est ici, alimentation et distribution. Installation de chantier. Cette installation à caractère provisoire permet à tout corps d'état d'utiliser l'électricité dans des conditions satisfaisantes pour l'éclairage de tous les locaux, l'éclairage de sécurité de tous les accès, la force motrice d'outillage mobile, la prise de terre. Donc vous avez un coffret de chantier qui sera à disposition au pied du TGBT. Il sera équipé de 2 prises triphasées, donc c'est bien ce qu'on a, 4 pôles plus terre, 20 A, un arrêt d'urgence situé au-dessus du coffret et un dispositif différentiel 30 mA. Voilà, donc la réponse était à trouver ici. Vous venez de placer le coffret, vous devez maintenant le raccorder. Avant d'intervenir, vous décidez de vérifier qu'il n'y a pas de tension. Entourez la bonne réponse pour chacune des affirmations suivantes. Donc, je vérifie le fonctionnement de mon VAT, je fais la vérification d'absence de tension, ensuite je peux raccorder le coffret. Non, il faut d'abord vérifier le fonctionnement de votre VAT, faire la vérification d'absence de tension, et ensuite revérifier le fonctionnement de votre VAT. Pourquoi?
Parce que si jamais vous avez vérifié le fonctionnement du VAT et que juste après il tombe en panne, quand vous faites la vérification absence de tension, vous ne voyez pas de tension. Mais finalement, si vous ne vérifiez pas derrière que votre VAT fonctionne encore, ça se trouve, eh bien, il y avait de la tension et vous avez et donc vous ne l'avez pas vu puisque votre VAT ne fonctionnait plus. Donc si vous vérifiez derrière, vous êtes tranquille normalement, puisque vous avez vérifié avant et après. Donc votre VAT vous a dit juste qu'il n'y avait pas de tension. À l'aide de mon multimètre, je mesure la tension en aval du disjoncteur. Je peux m'assurer qu'il n'y a pas de tension. Une fois fait, je raccorde le coffret. Ouais, ouais. Je suis en aval du disjoncteur. Je peux... Non, parce qu'en aval du disjoncteur, c'est après le disjoncteur. Mais moi, ce que je veux, c'est surtout avant. Les EPI sont nécessaires pour faire une VAT, oui. Lorsque je fais une VAT, je dois vérifier le fonctionnement de son appareil avant et après les mesures. Oui. Donc là, pour moi, je mettrai oui et oui. Ici, non. Et ici, non. Non, non, oui, oui. Listez les équipements de protection individuelle nécessaires à cette tâche. Donc les gants isolants, le casque écran facial anti-UV, bleu de travail ou vêtements de travail, hein, chaussures de sécurité, outillage isolé. Oui, très bien. Ensuite, partie 4, réalisation du logement de fonction. On vous demande de mettre en conformité le logement de fonction. Il vous faudra, dans un premier temps, vérifier que l'équipement minimum par pièce est bien conforme à la réglementation en vigueur. Donc, indiquer le nombre de prises de courant non spécialisées installées dans le logement au regard de la norme, en déduire si la conformité est respectée. Donc, pour la chambre 1, alors, on va regarder tout ça. Alors, pour la chambre 1, donc en fait là, je suis sur mon document, le document DR 7/8, voilà. Et je vois l'équipement minimum par pièce. Donc en fait, en fonction du type de pièce, par exemple chambre, je sais que j'ai besoin d'un foyer lumineux minimum, 3 prises minimum. C'est quoi? Par chambre répartie en périphérique. Donc 3 prises par chambre. Alors je vais regarder sur mon plan. Chambre 1, j'ai donc un interrupteur, une lampe, un interrupteur, donc un va-et-vient. Et ici, on voit pas très bien, mais ça doit être des prises. Donc 1, 2, 3, 4, j'ai 4 prises. Donc ici, quand je vais venir à mon tableau, sur mon tableau, je vois chambre 1 prévue, donc il y a 4 prises. La norme dit qu'il en faut 3 minimum. Donc est-ce que c'est conforme? Oui. La chambre 2, qu'est-ce qui est prévu? Alors là ils disent 2 prises, on va vérifier. Voilà, 1, 2, donc il n'y a que 2 prises. Et il en faut 3. Parce qu'on vient de voir que dans la chambre il en faudrait 3. Donc est-ce que c'est conforme? Non. Ensuite, séjour salon. Donc séjour. Alors séjour B, minimum de 5 avec socle par tranche de 4 mètres carrés répartis en périphérique. Au-delà de 40 mètres carrés, le nombre sera défini avec l'usager avec un minimum de 10 socles. Donc 10 socles, voilà. Nous on a combien de mètres carrés dans le séjour? On va regarder tout ça. Alors on voit que dans le séjour, on a 35 mètres carrés. Donc 35 divisé par 4, ça fait 36 divisé par 4, ça fait 9. Donc il faut 9 prises. Combien il y en a? 1, 2, 3. Attends, 1, 2, 3, 4. Peut-être là ici, il y en a 2. On voit pas très bien. 1, 2, 3, 4. Moi j'en vois 4. Celles-là elles font partie de la cuisine. Eux ils en voient 5. Moi j'en vois que 4. Donc là c'est pas conforme. De toute façon dans les deux cas c'est pas conforme. Cuisine. Alors. Dans la cuisine, il en faut combien? Actuellement il y en a combien? Il y en a une. Alors attendez que je ne monte pas. 1, 2, 3,
4. Il y a 4 prises. Et combien il en faut dans la cuisine? Il en faut 4. Donc 4 plus circuit spécialisé, donc 3, alors c'est quoi? 3 prises de 20 ampères et une prise de 32 ampères. Donc on a une prise de 32 ampères, c'est bon. On a, alors E c'est quoi? Pour appareil électroménager, tous les circuits doivent être protégés par un différentiel de 30 mA et l'un doit être de type A et doit protéger au moins le circuit spécialisé 32 ampères et le circuit lave-linge. Le AC déclenche correctement pour les circuits alternatifs, mais risque d'être aveuglé par la composante continue due au gradateur des machines à laver et plaques de cuisson. Les courants, alors les prises de courant extérieur doivent être sectionnables de l'intérieur du local d'habitation pour prévenir tout emploi frauduleux par un tiers. Ok. Donc, pour tout appareil électroménager, il en faut 3. Et là, je vois pas pourquoi ils font plus 2. Là. Moi, je dirais plus 3. Plus 3 et une 32 ampères. Donc, c'est conforme ou pas? Eh bien, non, c'est pas conforme puisqu'il n'y en a que 4. 4, mais vu qu'il en faut 3, enfin il en faut 4, mais vraiment qui servent qu'à ça, enfin qui sont pas pour des circuits spécialisés. Et 3 prises de 20 ampères, donc pour moi il n'y en a pas suffisamment. Ensuite, c'est quoi? Dégagement. Donc le dégagement, alors, il est où? Dégagement, c'est le couloir. Hein. Et j'en vois une. Elle est là. Il en faut une. Alors, il en faut combien? Entrée, dégagement, une. Donc, c'est surtout un point lumineux et surtout une prise. Donc, c'est bon. On est conforme. La salle de bain, prévu 2 et la norme indique qu'il en faut une minimum. Donc, on regarde salle de bain, voilà, une minimum, une prise. Et on regarde salle de bain, il en est prévu une, 2. Donc, 2 prises, donc c'est bon. Minimum. Donc c'est bon au niveau de ma conformité. Alors, indiquer le nombre de prises spécialisées du logement en précisant le calibre de la protection et la section des conducteurs. Donc, ici, chambre 1. Alors, prise spécialisée prévue. Bon, bah 0, c'est conforme. Chambre 2, pareil, il n'y a pas besoin de prise spécialisée. Séjour salon, pardon. Pas de prise spécialisée, c'est bon. Cuisine. Alors, cuisine, on regarde un petit peu. Qu'est-ce qui est prévu comme prise spécialisée? Il y a cuisine et il y a cave sous-sol. Donc cuisine, il faut 3 spécialisées 20 ampères et une spécialisée 32 ampères. Donc ça fait... Voilà. Pourquoi ils disent 2? Ah oui, c'est une par appareil, c'est ça? Pour les appareils électroménagers. Et donc, pourquoi une par appareil électroménager, c'est ça? Donc ça veut dire que là, vu que dans la cuisine, on a quoi comme appareil électroménager? On a un frigo et une plaque de cuisson et un lave-vaisselle. On va regarder tout ça. Donc voilà. Vu que ici il n'y en a qu'une, de toute façon, qu'est-ce qui est prévu? Une de 32 ampères, voilà. C'est tout en fait. Finalement, on n'en voit pas d'autres en fait quand on regarde bien. On n'en voit pas des spécialisés en fait. Il faut le marquer directement dessus. Et là, en fait, quand on regarde bien, la cuisine, on voit pas qu'il y a de prises spécialisées comme là, c'est marqué 32 ampères. Ok, on voit qu'il y en a une spécialisée. Mais sinon, les autres, il n'y a rien de marqué en fait au niveau de spécialisé. Donc, pour moi, il n'y en a qu'une de 32 ampères. Donc ici, une de 32 ampères. Quelle section des conducteurs faut mettre? 6 mm² si c'est du 32 ampères. Ça, c'est à savoir par cœur aussi. Ensuite, donc là, c'est bon pour lui, mais par contre, il en faut
Alors moi j'aurais dit 3, puisque c'est marqué dans le tableau 3 de spécialisé. Ici 3 prises de 20 ampères. Donc ici, vu qu'il n'y en a pas, ce n'est pas conforme. Et donc les prises de 20 ampères, elles correspondent à du 2,5 mm². Donc ici j'aurais mis 3, 20 ampères, 2,5, c'est bon. Et donc non, ce n'est pas conforme. Dégagement, il n'y en a pas. Salle de bain, il n'y en a pas. Ensuite, proposer un nouveau schéma architectural afin d'être conforme avec la norme. Donc tout simplement, en fait, là, il faut mettre le nombre de prises spécialisées. Et là, ils l'ont pas refait, mais en gros, il aurait fallu rajouter le nombre de prises que demande la norme. Voilà. Donc à faire ici. Alors que je vérifie un truc. Ensuite, donc alors, voilà, là c'est marqué ici, hein, le barème. Le nombre de prises est correct dans toutes les pièces, le nombre de prises spécialisées est correct dans la cuisine, le taux de remplissage des circuits est correct. Remarque, tenir compte de la représentation du symbole et de l'identification des prises spécialisées dans le barème respectif. Vérifier que le candidat a bien ajouté une PC dans la chambre 2, 2 PC sur le plan de travail et 3 PC dans le séjour, 2 prises spécialisées dans la cuisine. Vérifier que les circuits sont à moins de 8 prises. Voilà. Il ne faut pas plus de 8 prises pour un circuit. Puisque d'ailleurs maintenant avec la nouvelle norme, on peut avoir 8 prises, on peut avoir jusqu'à 12 prises pour un circuit. Si on est en 2.5. Et si on est en 1.5, c'est 8 prises maximum. Mais le moment où ça a été fait, voilà, en 2013, la norme n'était pas encore à ce nombre-là. Donc, le matériel du tableau existant n'étant plus conforme, il sera démonté et refait à neuf. Vous êtes chargé de réaliser ce nouveau tableau électrique du logement. Donc, après les modifications des plans avec le client, il a été convenu que l'appareillage suivant sera mis en place. Voilà. Donc 25 prises de courant, 11 points lumineux, 4 prises spécialisées de 4 ampères, plus une sortie de câble 32 ampères pour le pack de cuisson, un carillon pour la porte d'entrée. La surface habitable de l'appartement fait 96 m². On vous demande de préparer le matériel nécessaire à la réalisation du tableau électrique. Donc, prise de courant numéro 1. Prise de courant, oh là. Alors, prise de courant, de toute façon tout ce qui est prise de courant c'est 16 ampères. Le calibre du disjoncteur, voilà, 16 ampères. Donc 2,5. Ensuite tout ce qui est éclairage, 10 ampères, 1,5. Prise spécialisée 20 ampères, bon, bah, on met du 20 ampères, 2,5. Plaque de cuisson 32 ampères, 6 mm². Et le carillon, donc la sonnette, 2 ampères et 1,5 m². N'importe quoi, mm². Question 4 sur 5. Complétez le tableau suivant en indiquant le nombre d'interrupteurs différentiels à installer au regard de la norme. Alors, disjoncteur 10 ampères. Donc le grand, alors il y en aura 2. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 circuits d'éclairage. Éclairage 1, éclairage 2. Donc on en met 2 de 10 ampères. Ça, ok. Nombre de modules 1. Oui, ils font chacun un module. Ensuite, disjoncteur 16 ampères. Donc là, il en faut 4, puisqu'il y aura les 4 circuits des prises de courant, 16 ampères. Voilà. Ensuite, il faut alors il en faut 4 aussi, que je dise pas de bêtises. 4 disjoncteurs 20 ampères, puisque en fait c'est des circuits spécialisés. Donc chacun ils auront un disjoncteur 20 ampères. Voilà. Ensuite, un disjoncteur 32 ampères, un 2 ampères pour le carillon, sachant que le 32 ampères c'était pour la plaque de cuisson. Donc ici il y aura un type AC et un type A. Alors le type AC c'est l'interrupteur différentiel, on va dire plutôt classique, mais il ne détecte pas la composante continue. Alors que la composante continue qui est dans le lave vaisselle et dans les plaques de cuisson.
Et donc en fait, il ne voit pas, il risque en fait de ne pas détecter le défaut. Alors que l'interrupteur différentiel type A, cette fois-ci, c'est lui qui sera installé en amont de ces appareils comme la plaque de cuisson et la machine à laver, puisque dedans il y a des appareils électroniques et il y a une composante continue. En fait, il y a des courants qui sont, on va dire, différents par rapport à tous les autres circuits, et donc il faut installer un interrupteur différentiel de type A. Voilà, donc là vous avez mis ça, et c'est quoi? Nombre de modules 2, oui, voilà, les interrupteurs différentiels ils prennent 2 modules. Alors c'est quoi un module? On va regarder dans interrupteur différentiel. Les interrupteurs différentiels, vous voyez, ils prennent la place de deux disjoncteurs. Regardez, un disjoncteur il prend une place, et bien là finalement on peut en mettre deux. Donc en fait un module c'est la place que prend un disjoncteur, on va dire classique, alors qu'un interrupteur différentiel lui il prend 2 modules, il prend 2 fois la place de un module. Voilà, donc 2 modules. Ensuite, alors choisir le coffret de distribution adapté, prévoir 20% de modules disponibles en plus. Donc nombre de modules occupés par les appareils, 18 modules. En fait on additionne, donc là 2 plus 4 plus 4, donc ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 modules, c'est bon. Puisque là je les ai comptés 2 fois, parce que chacun prend 2 modules. Donc 18 modules, on rajoute 20%, donc ça fait 21,6 modules. Donc pour être sûr d'avoir au moins 20% minimum, on prend 22 modules. Donc le coffret 18 modules de rangée, on aura largement ce qu'il faut, puisque 18 modules x 2 en fait. Donc alors, les caractéristiques du coffret, on va aller voir un petit peu quel coffret on va choisir. Donc le coffret, là on a le choix avec, de toute façon c'est un 18 modules dans tous les cas. Une rangée ça ne suffira pas puisqu'on n'aura que 18 modules et nous il nous en faut 22. Donc on va prendre 2 rangées, ce qui fera un 36 modules. Voilà, donc on aura largement la place nécessaire. Donc la référence, ce qui est 40, 16, 12. On va regarder. Ici c'est un 40, enfin 16, 12. Voilà, 2 rangées, c'est bon. Ensuite, c'est bon, voilà, on a fini. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs, et puis s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter. Voilà, n'hésitez surtout pas à me dire si je me suis trompé ou si j'ai pas été assez précis, comment je peux améliorer ma vidéo. L'objectif étant d'en proposer, mais avec un peu plus de qualité et un peu plus de préparation. Voilà. Donc à bientôt, bon courage.